Vous avez tous entendu parler de Guy Neumer et de Fonck, pour les plus curieux de Jean Navarre, voir ma vidéo à ce sujet. Mais aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un as qui a été oublié de l'histoire, bien qu'à son décès, il ait une victoire de moins que Navarre. Générique! Amateurs d'histoire et de maquettes, bonjour et bienvenue sur l'Histoire par les maquettes. Parmi les as de la Première Guerre mondiale, Maxime Lenoir fait partie des oubliés. Nous allons revenir sur son histoire ainsi que sur l'un des principaux chasseurs de la Première Guerre mondiale et enfin voir comment la bataille de Verdun fut, en tout cas dans les airs, une ébauche de ce qui sera, encore aujourd'hui, l'aviation militaire. Cette vidéo sera séparée en deux morceaux afin de garder une longueur correcte. Dans la première partie, nous verrons la vie de Maxime Lenoir et de la N-23 et dans la seconde, le SPAD 7 et la bataille de Verdun. Nous sommes ici à Chargé, petite ville d'Indre-et-Loire, où Maxime Lenoir vit le jour le 22 décembre 1888 dans une famille de modestes vignerons. Fils de Pierre et de Louise Lenoir, il grandit ici avec ses 6 frères et sœurs. C'est un homme de taille moyenne avec les yeux bleus. Il passe sa jeunesse dans ce village et se destine, comme son père et ses grands-pères, à devenir vigneron. Cependant, il se prend de passion pour la mécanique. En 1909, il est incorporé au 7e régiment de hussards à Niort. Promu brigadier le 24 septembre 1910, il est dégagé de son service militaire en 1912 et s'installe à Paris comme mécanicien. Là, il découvre l'aviation et suit une formation de pilote chez Louis Blériot à Buc. Le 5 décembre 1913, il obtient son brevet de pilote numéro 1364. Grâce à l'aide probable d'une bienfaitrice, il achète un Blériot 11 baptisé Backjumper. D'après sa famille, cette personne, nommée Valentine Thompson, serait plus qu'une bienfaitrice. Il s'oriente vers l'acrobatie et réussit son premier Looping the Loop le 7 février 1914. Le 8 mars, il se produit en meeting à Béziers et enchaîne 10 boucles. Il poursuit sa carrière dans le sud de la France en parcourant les manifestations aériennes, notamment à Perpignan, Montpellier. On le retrouve ensuite à Nîmes du 13 au 20 avril et le 5 mai à Montélimar. En début mai 1914, il s'engage avec 5 autres pilotes dans une course, qui était un peu en train de passer de mode, la Coupe Pommery, qui consiste à parcourir, entre le lever et le coucher du soleil, la plus grande distance possible. Il décolle de Juvisy dans l'Essonne, à l'époque seine-et-oise, le jeudi 14 mai et passe par Orléans et fait halte dans son village natal au début de matinée, certainement en raison d'une panne. À 11 h, il repart pour Tours. Sur le trajet, il constate son retard sur le record et fait demi-tour et vient se poser ici, à la Girardière, vers 16 h. Faisons un petit point sur ce terrain. Au début de l'aviation, il existait 2 importants terrains sur la région. À l'est, Tours, et à l'ouest, Pont-le-Voix. Il y a eu certainement des avions qui se sont posés sur ce terrain, puisqu'on est à mi-distance entre les 2 autres, certainement pour panne ou autre réglage moteur. En août 1939, le ministère de l'Air se replie à Amboise au vu de la situation géopolitique d'alors. En avril 1940, la parcelle est réquisitionnée pour en faire un terrain d'aviation. Il sera alors sommairement occupé par les Allemands durant toute la guerre et sera libéré en 1934, rendu comme un champ de culture afin de le rendre impropre à l'aviation. En août 1946, il est toujours la propriété de l'État et il reste un terrain cultivable vu le peu d'intérêt qu'il propose à l'aviation. Une parcelle est toujours utilisée par l'école de l'air de Tours comme terrain de dégagement et sera rendue à la culture en 1951. En 1953, commence la construction d'un radiophare DK, puis en 1964, un VOR DME. Démonté, il subsiste à ce jour une antenne de radiocommunication toujours visible. Elle est juste là. Pour revenir à notre histoire, le dimanche suivant est organisée une manifestation aérienne sur ce plateau. L'information circule et un train spécial, en fait le tramway, est organisé d'Amboise à 14 h 30 jusqu'ici à Chargé avec un retour à 17 h 30. Ce jour-là, malgré la météo, 5000 spectateurs se rassemblent dans les champs à côté de la Girardière pour admirer ces démonstrations. Le meeting commence à 16 h 30 et les festivités se termineront par un bal dans la nuit. Mon cher Maurice, c'est fâcheux que tu ne sois venu dimanche, nous avons eu une fête aérienne superbe, donnée par l'aviateur Maxime Lenoir. Jeudi dernier, vers 7 h du matin,
On entendit un aéroplane et aussitôt, au-dessus de charger, quelle ne fut pas la surprise de tout le monde de le voir planer pendant 5 minutes et aussitôt piquer de l'avant pour aller atterrir, c'était à la Gérardière, près de la ferme. Il y avait là dès le matin pourtant plus de 150 personnes. À 11 heures, il reprenait son vol dans la direction de Tours. Samedi, le conseil municipal se réunit pour organiser une fête en son honneur. Dimanche, vers 16 heures, plus de 4000 personnes se trouvaient sur la plaine de la Gérardière. Aussitôt l'aviateur commença ses vols, après avoir salué la foule avant son départ. Il roula sur une assez grande longueur puis s'éleva, au même instant un tonnerre d'applaudissements retentit. Il plana pendant une demi-heure puis s'éloignant, il boucla la boucle 2 fois, se tint pendant quelques secondes sur le dos, puis effectua pour atterrir une gracieuse descente en spirale. Tout cela a été très bien réussi, c'est contrariant qu'au soir, un orage a tout dérangé et cela a fait tort à la quête. Un grand bal clôturait la fête. Le 21 mai, il se produit à Limeray, un peu en amont sur la Loire, sur l'autre rive. Il laissera d'ailleurs une partie de ses gains aux entreprises de la commune, 50 francs. Le 24 mai, il participe à un pique-nique à Chartres organisé par l'Amicale des aviateurs. Par ailleurs, il noue des relations avec la firme Ponnier et prévoit d'utiliser un de leurs monoplans pour la course Londres-Paris-Londres, prévue le 11 juillet. Parti de Reims le 7 juillet, il est dévié par un vent violent et, à court de carburant, contraint d'atterrir brutalement à Courtenay. Son appareil détruit, il renonce à la course. Mobilisé le 25 août, il doit rejoindre non pas l'aviation militaire à son grand désarroi, mais le 7e hussard. Il narre d'ailleurs, non sans une certaine pointe de malice, la mort de sa jument. Je montais bien un véhicule, mais ce n'était certes pas celui que j'avais rêvé. D'ailleurs la pauvre bête qui avait le suprême honneur de me porter fut victime bientôt d'un de ces multiples incidents qu'on rencontre fréquemment lorsqu'on joue à la guerre. Elle fut tuée sous moi. J'en eus de la peine sur le moment, mais pensai ensuite qu'après tout puisqu'il l'un des deux devait y rester valait encore mieux que ce fût elle. Il se retrouve, en octobre, sur le front des Flandres, durant la course à la mer. Enfin, le 8 novembre, un télégramme informe son unité qu'il est transféré à Avord dans l'école des pilotes, l'armée ayant reconnu qu'il allait manquer de ses militaires. Il reprend le manche d'un Blériot, puis part à Saint-Cyr sur Caudron G3 et obtient le brevet militaire 641. Lors d'un entraînement en provenance d'Avord, il se pose au niveau de la commune d'Épénier en Indre-et-Loire avec son Blériot 11. Le 16 janvier 1915, il rejoint la C-18 à Pierrefitte, près de Saint-Mihiel, puis Verdun le 13 février. L'escadrille effectue des missions de réglage d'artillerie et de reconnaissance, ainsi qu'un peu de bombardement. Là, il surnomme son caudron « Trompe-la-Mort » sur le devant du capot moteur. Il est fait maréchal des logis le 17 mars, matricule 70-67. Maxime ne s'y plaît pas vraiment, bien que quand l'occasion se fait, il tente un peu de chasse. Eh bien, j'ose l'avouer, ce n'était pas drôle du tout, oh mais là pas du tout. Depuis, j'ai vogué sur mon avion de chasse au-dessus de ces points que j'avais fini par prendre en grippe. Il fallait y rester des heures entières, dans le froid, la neige, pour repérer des batteries et communiquer aux nôtres les effets de leurs tirs. Nulle distraction, sinon la contemplation des gros noirs qui cherchaient à nous descendre. D'ailleurs, il obtient sa première victoire le 5 juin, ou le 6, en collaboration avec Killian lors d'un combat qui dura 15 minutes. L'aviatique B2, sa victime, était pilotée par Fritz Rossier de la Feldfliegerabteilung 34 et cette victoire est d'abord attribuée à Killian. Cela se passe du côté de Civry-le-Perche, à l'ouest de Verdun. Le 15 juin, bien que certaines sources le situent le 17, il descend un ballon captif d'observation avec des fléchettes et non pas avec des munitions incendiaires comme il le citera plus tard. Les ballons n'étant pas considérés à ce moment de la guerre comme des cibles, cette victime ne lui sera accordée que bien plus tard, fin août 1916. De par ce fait, il serait le premier aviateur à avoir descendu un Draken. En juillet 1915, il est accepté en unité de chasse et part le 27 en entraînement sur Nieuport à la réserve générale de l'aéronautique. Il rejoint alors la MS-23 en Champagne le 29 août 1915, qui est en cours de transformation sur Nieuport 10. Partant se battre à l'intérieur des lignes allemandes, il parvient à abattre des avions, mais n'ayant pas de moyen de se les faire homologuer, son compteur ne bouge pas. Jusqu'à la fin septembre, il cumule 22 vols de guerre pour un total de 22h55 sur Nieuport 10. Le 10 octobre, il livre 2 combats sans résultat officiel dans la Marne.
Le 15, il participe à un autre combat du côté de Cervon, en Seine-et-Marne, et c'est non homologué également. À la fin octobre, il a ajouté 18 vols pour un total de 18 heures 10 minutes. En novembre, vu la météo peu clémente, il n'effectue que 11 vols pour une durée de 8h35. C'est courant janvier qu'il teste une invention incongrue, la pêche aux boches, avec Edward Pulp. Bien évidemment, cela ne donne aucun résultat et ils abandonnent l'idée. Nous avions précédemment essayé d'en faire une réalité, mon regretté camarade russe Pulp et moi. À bord, nous emportions un fil de corde à piano de 60 mètres de long, que nous pouvions dérouler automatiquement dès qu'un boche survenait à l'horizon. Nous le laissons traîner, nous coupions la trajectoire de l'adversaire et nous arrangions de façon à ce que le fil terminé par 4 volumineuses pointes se prenne dans l'avion ennemi. Une fois le contact établi, le choc brisait le grappin et déclenchait une amorce de dynamite. Sur le papier, ce système semblait extraordinaire et appelé au plus bel avenir. Malheureusement, il n'en est rien dans la réalité et tous les essais montrèrent l'inanité de nos efforts. Pourtant, je vous affirme que nous y mettions tout notre cœur. Durant ce mois, il effectue 19 vols pour une durée de 25 heures 5 minutes. Le 12 février, il obtient une seconde citation à l'ordre de l'armée. La N-23 est alors déplacée sur Verdun le 16 février, et lorsque la bataille de Verdun commence, le 21, elle est au cœur de l'action. Nous sommes ici à Wadelincourt, une petite commune située au sud-ouest de Verdun, à une quinzaine de kilomètres. C'est certainement ici qu'arrive la N-23 de Maxime Lenoir, une petite semaine avant l'offensive allemande du 21 février 1916. Ce terrain a été construit début 1916, rapidement. Au début, le personnel était hébergé dans le village, mais rapidement, des hangars Bessonneau ont été construits et mis en place. Le terrain devint alors un véritable petit village avec des baraquements en fibrociment décorés de jardins anglais. Aujourd'hui, on ne retrouve plus aucune trace du terrain qui est redevenu un terrain agricole comme on peut le constater. Hormis le terrain d'aviation, on retrouve aussi dans le village un hôpital militaire important, situé originellement près du front et qui a été déplacé dans le village le 29 février 1916. Ce terrain recevra beaucoup d'unités, notamment la N12, la MF8 et la N67 de Jean Navarre, et fut l'un des plus importants de la RFV. Une lutte pour la supériorité aérienne s'engage alors, nous le verrons plus tard sur l'étude de la bataille en elle-même. Le 29, il obtient une victoire probable. Il totalise alors, pour le mois de février, 24 vols, pour une durée totale de 30 heures 35 minutes. Le 15 mars, lors d'un vol d'escorte d'avions de reconnaissance, alors que des Allemands tentent d'empêcher la mission, il livre un combat inégal, son arme de bord étant enrayée. Cependant, par son audace et ses manœuvres, les avions continuent leur mission et rentrent tous intacts, ce qui lui vaut une médaille militaire. Un jour, ayant comme mission de protéger une reconnaissance, je me heurte à un groupe de Boches. Nous nous battons avec la dernière énergie. Malheureusement, au bout de quelques balles, ma mitrailleuse s'enraye. Que faire? Je ne puis partir, car c'est laisser mes camarades que j'escorte à la merci des ennemis. Je n'hésite pas. Je crâne, je fais celui qui joue avec ses rivaux. Mais quel jeu sinistre! Je reste là à faire des volte-face de toutes sortes, à piquer comme un fou pour faire croire que je vais tenter l'abordage. Et à chaque tentative le résultat était le même, l'adversaire supérieur en nombre, en armement, se sauvait avec empressement. Une véritable volée de moineaux, moins que courageux. Et pendant ce temps mes camarades continuaient leur reconnaissance sans être le moins du monde dérangés dans leurs évolutions. Il remporte enfin sa première victoire homologuée au sein de la N-23 le 17 mars. Lors d'une mission avec Beauchamp, Beaumont et Pulp, il abat un Fokker du côté de Dun-sur-Meuse. Cela en fait sa seconde victoire officielle. En mars, il totalise 13 vols pour 17 heures 10 minutes. Entre avril et mai, malgré les sorties et les combats menés, il ne fait pas grimper son score, du fait qu'il opère loin derrière les lignes allemandes, notamment le 17 avril ou bien le 29 mai, du côté de Brieul. Le 4 juin, revenant d'une mission au-dessus de Stenay et Montmédy, dans les lignes allemandes, il est victime d'une panne moteur et doit revenir en vol plané. Il est attaqué par un avion, mais ne peut riposter, sinon son retour est impossible. Il arrive enfin à se poser dans les lignes françaises, à Chaumes, en catastrophe. Quelques jours après, je croyais bien que la guerre était finie pour moi, et je vous laisse à penser quels furent mes transes en la circonstance. J'effectuais une reconnaissance et je me trouvais à 30 km en Bochie, au-delà de Danvilliers, lorsque mon moteur s'arrêtait soudain. La panne,
la sinistre panne. Que faire? Vais-je pouvoir réaliser le record du vol plané jusqu'à nos tranchées? Tentons l'aventure. Fort heureusement, je me trouvais à 4000 mètres d'altitude. Je me laisse donc glisser. Le vent, bon garçon ce jour-là, ne me contrarie pas, et je suis une ligne droite impeccable pour ne pas faire un mètre inutile. Peu à peu les tranchées apparaissent, grossissent et moi je descends toujours. À quelques kilomètres avant, un Boche surgit, se précipite et me mitraille à bout portant. La rage au cœur, je suis obligé de le laisser tirer, car le moindre mouvement m'empêcherait de rentrer. J'offre une belle cible et mon adversaire a bien tort de ne pas en profiter. Au bout de quelques instants, pourquoi? Je ne sais, mais quelle joie! Il abandonne le combat ou plutôt son cavalier seul, et me permet de continuer tranquillement. Je passe les lignes allemandes et françaises à moins de 300 mètres. Nouvelle fusillade, mais sans conséquence, et j'atterris enfin. Ouf! Mon avion avait reçu 5 balles, quant à moi j'en étais quitte pour la peur, mais quelle peur! Il change alors son avion pour un Nieuport 16, numéro 977, qu'il nommera Max. La sentinelle de Verdun, Jean Navarre, est abattu le 17 juin, voir ma vidéo à ce sujet, et Maxime venge alors cet as en abattant un LVG qu'il suppose être le vainqueur de Jean Navarre, et en fait sa troisième victime officielle. Le 22 juin, il obtient 2 succès dont un n'est pas homologué. Il devient alors le meilleur as de son unité. Entre avril et juin, il totalise 60 vols pour une durée de 84 heures 50 minutes. Il fait une nouvelle victime le 6 juillet à Montfaucon, mais celle-ci n'est pas homologuée. Il récupère le 19 juillet un nouvel appareil, un Nieuport 17, et le 30, il obtient sa 5e victoire officielle. Au cours d'un combat, au crépuscule, il abat un LVG. En fait, c'est une victoire en collaboration avec Brindejon de Moulinet qui, pour laisser la place à son ami, ne revendique pas cette victoire. Cela fait donc de Maxime Lenoir le 7e as français. Le 12 août, il change encore d'avion pour un Nieuport 17, certainement le 1473. La Légion d'honneur lui est remise par Joffre le 26 août. Il a alors 5 palmes à sa croix de guerre. Il fait une nouvelle victime le 4 août à Morinville, puis le 12 à Gineret en collaboration lors de son 100e combat. En septembre, il obtient ses 3 dernières victoires. Le 14 au nord de Douaumont, puis le 22 au même endroit en collaboration, et enfin la dernière, le 25, près de Fromezay. Cette dernière est d'ailleurs un peu particulière. En effet, il est l'un des premiers, si ce n'est le premier, à combattre et descendre un Gotha. Je ne pourrais pas en dire autant de mon combat du 25 septembre. Là, j'eus vraiment le frisson de la mort. Et je suis encore ému lorsque j'y pense. Ce n'était pas à un adversaire ordinaire que je m'étais attaqué. Mon Boche était un triplace, muni de 2 mitrailleuses, actionné par 2 passagers placés à l'arrière. Et j'avoue qu'ils tiraient avec ensemble. Fiche trop oui. Comment mon petit bébé Nieuport a-t-il eu raison de cette maison volante? Comment la balle explosive qui me frôle à l'œil ne m'éborgna-t-elle pas, malgré les traces qu'elle laissa? Comment, avec toutes les blessures que reçut mon avion, je pus revenir? Comment, enfin moi, David, je parvins à voir s'éparpiller le Goliath dans l'espace? Je l'ignore. Ce que je sais par contre, c'est quelle joie intense, quelle volupté enivrante me remplirent lorsque j'aperçus le résultat final de la rencontre. C'est près de Fromezay que ma victime s'écroula, ensevelissant sous ses débris les corps mutilés des 3 Boches qui avaient essayé de m'abattre. Et qui avaient failli réussir. Ils avaient crevé 2 des cylindres du moteur, traversé le réservoir dont l'essence, heureusement, n'avait pas pris feu, coupé un montant et 2 câbles. Par contre, et ce détail vous prouvera que le combat s'était déroulé à courte distance, le sang des Allemands avait jailli sur mon appareil. Les ailes et le capot moteur en ruisselaient. Il profite ensuite d'une permission, lors de laquelle il rentre chez ses parents. À cette époque, il est le 5e pilote au nombre de victoires. Guynemer en a 18 et Navarre 12. De retour le 9 octobre, il perçoit son SPAD 7 récupéré à Duny qu'il nommera Trompe-la-Mort 3. Le 24 octobre, le symbolique fort de Douaumont est repris. La construction du fort de Douaumont commença en 1884 et dura 2 ans. Il fut modernisé plusieurs fois et se trouve être, avant-guerre, l'un des principaux forts de la place fortifiée de Verdun. Il participe au début de la guerre, notamment au bombardement des jumelles d'Orne, occupées par les Allemands. Avec la stabilisation du front fin 1914, il se trouvera progressivement désarmé en 1915, ne restant plus que les canons de 155.
Lors de l'offensive de février 1916, il est l'un des principaux objectifs allemands qui parviennent à le prendre le 25 février. Courant mai, les Français tentent de le récupérer, mais c'est un échec. Une offensive est réfléchie courant septembre par le général Mangin, qui doit se dérouler mi-octobre. Cependant, les conditions météo reportent l'attaque au 24 octobre. Précédé d'un barrage d'artillerie, de violents combats s'engagent et le fort est finalement repris en fin de journée. Il est à noter que les combats ne se déroulent pas spécialement au sol, mais aussi dans les airs, avec l'aviation qui participe, notamment pour des vols d'observation et de maîtrise de l'air. Malgré le fait d'avoir retrouvé une photo identifiant le lieu de crash et la tombe de Maxime Lenoir, le lieu exact n'a jamais été retrouvé. On sait simplement qu'il décolle certainement d'ici le 25 octobre 1916 à 7h30 du matin pour une patrouille sur Herbebois, entre Orne et Azanne, et qu'il est aperçu du sol à 9h du matin. Nous sommes dans la forêt d'Herbebois, lieu où devait se trouver Maxime Lenoir. C'est ici qu'il devait survoler les troupes allemandes. A-t-il rencontré un avion ennemi? A-t-il été victime de la DCA? Ou bien a-t-il eu un souci mécanique? Les deux premières pistes sont difficilement validables, vu qu'aucun succès de la DCA n'a eu lieu ce jour, pas plus que de victoires aériennes. Nous ne saurons jamais la vérité sur ce fait, je pense, mais au vu de la photo, ce que l'on peut dire, c'est qu'il a eu un enterrement militaire avec les honneurs. Son vainqueur n'est pas identifié, probablement Arnaud Schramm de la Yasta 7. Ses équipiers le chercheront plusieurs jours sans résultat, et c'est bien plus tard que la Croix-Rouge le signalera mort au combat. Ce fait ne sera pris en compte que bien plus tard par l'armée, le 20 décembre 1921. Il en résultera une légende qui perdurera, selon laquelle il aurait refait sa vie en Allemagne après sa disparition. Peu de temps après son décès, son frère Denis, appelé Marceau dans la famille, deviendra aussi pilote et sera le seul frère à survivre à la guerre. Il était considéré comme quelqu'un d'aimable, à l'écoute et bienveillant, tel que le rapporte notamment René Fiche. Alors, un beau jour, je vole pour la première fois sur les lignes, tout fier, plein de mordants, et me voilà rentré bredouille, je n'avais rien vu. L'adjudant Lenoir était là pour m'accueillir et me dit « Petit Jeannot, ça s'est bien passé? As-tu vu des avions ennemis ?» Je répondis « Eh bien non, je n'ai rien vu. Et pourtant j'ai écarquillé les yeux dans tous les sens. » Mais dis-moi, quand tu étais au-dessus des éparges, tu as voulu te moucher, tu sauras qu'il ne faut pas mettre le mouchoir dans la poche de ta combinaison, surtout avec le froid. Il faut que tu l'aies comme ça, dans ton gousset. Tu as mis au moins 5 minutes pour chercher ton mouchoir, et c'est tout juste si tu ne l'avais pas laissé s'envoler. J'étais, moi, tout étonné. Il me dit « Oh, tu comprends, c'était ta première sortie, alors je suis resté à 50 mètres derrière toi, et je ne t'ai pas quitté de l'œil. » Et je ne l'ai pas vu. Alors, il a ajouté « Maintenant, nous allons partir tout de suite, ensemble, je vais t'apprendre. » Et il m'apprit tout ce que l'on aurait dû apprendre dans toutes les écoles d'acrobatie. Il restera longtemps, volontairement ou non, oublié par les siens, et ce n'est que 100 ans plus tard que son nom refait surface dans son village natal. Il est aussi à noter qu'il apparaît dans l'annuaire 1924, sous le numéro 1564, des membres titulaires de l'association des Vieilles Tiges. Il s'agit d'une association de loi 1901, formée en 1922 pour l'entraide aux pilotes et aux familles. Cette association perdure toujours. Il a aussi la médaille d'or de l'Aéroclub de France le 9 novembre 1916. Et pour l'anecdote, il est aussi à noter que Oswald Bölke décédera 3 jours plus tard. Constituée sur le terrain de Saint-Cyr le 14 août 1914, la MS-23 est principalement équipée de moranes saulniers type L. Parmi les hommes la constituant, on retrouve notamment le nom de Roland Garros. Elle se retrouve basée au début à côté de Nancy jusqu'en septembre. Là-bas, elle subit sa première perte le 15 août suite à un accident aérien. Fin 1914, elle est rattachée à la 2e armée qu'elle suit en Picardie, dans l'Artois et en Champagne. Son principal rôle est l'observation et les missions spéciales. Le 2 novembre, elle obtient sa première victoire, suivie d'une seconde le 18 novembre, puis une autre le 12 décembre, et enfin une dernière le 10 janvier 1915. Elles sont toutes signées Eugène Gilbert. Au milieu de l'année 1915, elle reçoit des Nieuport 10 en remplacement de ses moranes et prend le nom de N23 le 20 septembre. Le 22 novembre, elle perd un autre équipage sur SPAD A1. Le 8 décembre, Louis-Robert de Beauchamp prend le commandement de l'unité. Durant l'année 1916, ces Nieuport 10 sont changés par des Nieuport 11 et 16, ainsi que quelques Sopwith A2.
Constatant les performances de ces derniers, Robert de Beauchamp les fait modifier en monoplace, supprimant aussi l'armement afin de les convertir en bombardiers. Il effectue alors un raid de 700 km aller-retour vers les usines Krupp le 24 septembre 1916. Il réédite cette opération, cette fois sur Munich, le 17 novembre, allant se poser en Italie après un parcours de 700 km. En novembre 1916, elle est affectée à la Seconde Armée sur le front de Verdun. Déjà équipée de Nieuport 17, elle commence à percevoir quelques SPAD 7. Robert de Beauchamp est abattu le 17 décembre au-dessus du bois de Vaux et est remplacé par Pierre Langle de Cary. Au début de l'année 1917, les avions revêtent une décoration consistant en une bande latérale rouge et un ovale avec un signe particulier distinctif pour chaque pilote dans l'ovale. On la retrouve à Vaucourt et au Mort-Homme le 19 et 20 juillet et participe fin août et début septembre à la reprise de la côte 304. En ce mois de septembre, Armand Pinsard en prend alors le commandement. En janvier 1918, elle est entièrement équipée de SPAD 7 et 13 et devient alors la SPA 23 en août 1918. Elle participe aux batailles de Saint-Mihiel et Montfaucon aux côtés des Américains. Elle termine la guerre avec 59 victoires homologuées, 23 qui ne le sont pas, pour la perte de 23 pilotes, 12 blessés et 4 prisonniers. Elle a 2 citations aux ordres de l'armée et est décorée de la Croix de guerre avec 2 palmes en bronze. Elle est dissoute le 10 août 1919. Ayant beaucoup bougé au début de la guerre, à partir de février 1916, elle se fixe sur le secteur de Verdun jusqu'à la fin. Le diorama est réalisé au 1/32e. Il s'agit d'un kit SPAD 7 de chez Roden et représente Maxime Lenoir à côté de son avion, le Trompe-la-Mort 3. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et laisser un pouce bleu. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les sources et bibliographies qui m'ont servi pour cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de voir le rôle de l'aviation pendant la bataille de Verdun. À bientôt!